Bonjour, nous sommes étudiants en Master 1 à l'École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux. Durant notre semestre 8, nous nous sommes questionnés sur l'hypothèse de la fin de la ville touristique avec nos enseignants Christophe Hutin et Arnaud Théval. Ainsi, les trois groupes ont remis en question les usages des quais entre le pont Chabandelmas et le pont de Pierre de Bordeaux. Nous avons étudié les impacts d'une pandémie à l'ère de l'Anthropocène dans une métropole. Nous commençons avec la place invisible que nous introduit Zoé. Monsieur Perron, bonjour. Vous êtes urbaniste à l'AURBA, l'agence d'urbanisme de Bordeaux Métropole. Vous intervenez sur des questions de mobilité sous l'angle de l'aménagement, des stratégies et politiques publiques et des modes de vie. Vous vous intéressez également à l'interaction entre urbanisme et déplacement, aux échelles de quartiers, de territoires et des réseaux de transport. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Nous allons vous présenter notre travail de ce semestre qui se passe autour de la place des Quinconces, que nous avons rebaptisée la place invisible. L'aménagement des quais est plébiscité. Il a transformé un no man's land en lieu de vie quotidiennement fréquenté tant par les habitants de la ville et de la métropole que par les touristes. Quel bonheur pour moi d'y rencontrer des citoyens heureux et fiers de leur ville. C'est ce qu'écrivait Alain Juppé dans son livre Dictionnaire amoureux de Bordeaux. Mais ce no man's land a-t-il réellement disparu ? Au cœur de Bordeaux, elle est la plus grande place d'Europe, l'un des espaces disponibles les plus vastes de la ville. La place des Quinconces, invisible dans sa vacance, elle apparaît fugacement le temps des événements qu'elle accueille. Mais alors, que sont les Quinconces ? Une grande esplanade de 120 000 mètres carrés, bordée de 1000 platanes, un nœud multimodal temporairement animé par des événements qui font la fierté des Bordelais. C'est un lieu de grande fête, un espace docile et malléable à volonté. Pourtant, les Quinconces sont invisibles au quotidien des Bordelais et des visiteurs, réduites à un vaste lieu de passage. Elle souffre également de la pandémie, stoppant les activités qui l'animaient temporairement et la ramenant à ce vide, un immense vide ou, au mieux, un immense parking que l'on traverse sans un regard, sans un arrêt, aveuglé par l'aride blancheur de ses graviers. Ce sont également des voitures chanceuses, largement ombragées par les nombreux arbres de la place, alors même que les Bordelais et les visiteurs s'entassent place Gambetta, au jardin public ou sur les quais à la recherche d'un coin de verdure agréable. La municipalité a pour projet de planter la ville jugée trop minérale en mettant en place des micro-forêts, quelques arbres sur la place Péberlan avec pour objectif un arbre par habitant au cours des prochaines années. Si la végétation est si chère à la ville, pourquoi réserver sa plus grande concentration d'arbres aux voitures ? Comment valoriser les espaces arborés de la place des Quinconces ? Si nous remontons le temps et essayons de comprendre comment ce vide est apparu, nous nous rendons compte qu'un château se trouvait sur cette immense place, le château des Trompettes, y siégeait dès 1453. À l'allure défensive, celui-ci était tourné vers les Bordelais afin d'asseoir un pouvoir politique sur le peuple. Si sa fonction première n'est pas enviable, le vide que son absence laisse ne l'est pas non plus. Privé de son histoire, ce lieu semble anonyme et vacant. Comment redonner à cette place une identité permanente ? Comment transformer les événements à une échelle plus réduite ? Comment permettre un usage quotidien pour les Bordelais et les passants pour leur permettre de s'approprier cet espace sans être obligés de consommer ou de l'ignorer ? Donc, au vu de nos questionnements, nous avons fait une petite proposition de projet. Donc, en s'inspirant du plan du château que l'on révèle au sol, nous avons pour objectif de créer une réelle place publique et de proposer des espaces libres et gratuits en permanence. L'idée est aussi de redimensionner peut-être le programme événementiel de la place dans l'ancienne cour du château et transformer les espaces nord et sud sous les platanes en des jardins ombragés, périodiquement mis en jachère sur certaines zones pour régénérer leur sol. Le gravier de la place devient du gazon,
et l'ensemble de la place, à la fois l'esplanade et les jardins, deviennent entièrement piétons. Il relie notamment une promenade entre le jardin public et les quais pour faire une continuité végétale. L'idée, c'était de pouvoir s'arrêter au quinconce, de s'y asseoir à l'ombre, de pouvoir s'y abriter de la pluie, de profiter de commerce à l'année, et ainsi que des événements qui pourraient intervenir plus modestement peut-être, et de faire de cette place une place publique appropriable par tous les citoyens au quotidien. Donc nous aimerons vous poser des questions en lien entre la problématique de notre semestre et notre projet. Nous pensons qu'il faut redimensionner la place des quinconces afin de repenser les événements à une autre échelle. Qu'en pensez-vous ? Alors repenser les événements, ça suppose de savoir quels événements vous imaginez de maintenir sur la place. Ce sont des événements qui sont très consommateurs en espace, la fête foraine, les antiquaires. Est-ce que vous envisagez de les maintenir, de les déplacer ailleurs ? Parce qu'aujourd'hui, c'est une place qui est, vous l'avez dit, très vaste, très vide. Alors, moi, je ne pense pas nécessairement qu'avoir des vides dans la ville, ça soit un problème. Au contraire, c'est aussi une respiration. Et c'est une chance peut-être aussi par rapport à d'autres villes d'avoir ce grand espace qui permette d'accueillir des événements comme ça en plein centre-ville, et des événements qui, comme la fête foraine, sont des événements populaires qui drainent du monde depuis toute l'agglomération et peut-être au-delà. Alors, quels événements vous imaginez ? C'est une fête foraine plus petite ? Eh bien, dans l'idée de faire réémerger le tracé du château, c'était aussi de laisser la possibilité à des événements de pouvoir gagner un petit peu plus sur la place, la cour du château qu'on avait redéfinie. Après, ça intervenait aussi dans une question où en quoi la pandémie avait-elle impacté le tourisme. Donc on a fait le choix de redimensionner un petit peu cette place liée à l'événementiel pour accueillir des événements plus à l'échelle des Bordelais. Également, on a essayé un petit peu de penser en négatif, c'est-à-dire que c'est pas vraiment on va pas vraiment supprimer ou uniquement réduire la taille des événements, mais surtout, on voulait penser pendant le reste de l'année, qu'est-ce qui se passe juste de l'autre côté de la place, aux endroits où on ne fait pas ces événements, vu qu'on aura réduit leur importance au niveau de leur emprise. Donc c'est aussi ça, on voulait la rendre plus permanente au niveau de l'année. Et c'est pour ça qu'on a fait cette idée avec tous les jardins, etc. Oui, moi je trouve intéressante la proposition surtout sur la partie nord de la place, de remplacer les grands espaces de stationnement sous les platanes par un espace plus paysager et plus utilisé par autre chose que des voitures en stationnement. C'est pas forcément le sens de l'histoire de conserver un grand parking comme celui-là en plein centre-ville, enfin de mon point de vue en tout cas. Mais en termes d'usage, vous posez la question de la fin de la ville touristique. Est-ce que les événements sont vraiment des événements touristiques sur cette place-là ? La fête foraine, les concerts, les antiquaires ? Peut-être qu'ils ne sont pas à proprement dit touristiques, puisqu'ils profitent aussi aux habitants et aux Bordelais. Mais c'est vrai que ça fait partie de l'image attractive de Bordeaux. Et quand on va montrer la place des Quinconces, elle sera pas vide. Mais je pense que ce qu'on voulait intégrer dans le thème de la fin de la ville touristique, c'était pas tant de stopper ces événements-là, mais de trouver du sens à ce lieu en dehors de ces événements-là. On a bien vu en fait que pendant la pandémie, les événements se sont arrêtés. Aucun usage n'était forcément possible, en tout cas sur cette place. Et du coup, ça pose la question de quel espace la ville donne à ses habitants, à ses passants, quand il n'y a pas forcément à consommer. Et c'est peut-être ça que nous pousse à regarder l'idée de la fin de la ville touristique. Donc les usages que vous maintenez, c'est plutôt du parc,
un espace récréatif d'attente qui n'est pas forcément une vocation précise, mais qui soit Oui, voilà. un espace végétalisé de fraîcheur, contrairement à ce qu'il est. C'est ça, sur en une tout grande cas partie, un espace accessible, quoi. Mais- Et qui laisse possible des événements, forcément. On peut pas, enfin, on s'est intéressé à cette place. On a aussi apprécié les événements, on a apprécié les dessiner, on a apprécié les observer, et puis on ne peut que voir la pluralité de possibilités que cette place offre, mais c'est l'entre-deux, en fait, le vide qu'elle laisse qui est plutôt difficile. Parce que par exemple, ça serait possible de redimensionner la brocante, imaginons, et peut-être que sur une ville post-Covid, on n'a plus autant des événements qui drainent autant de monde que l'Euro, la fan zone de l'Euro 2016, par exemple. Et alors, ce que vous imaginez comme dispositif au sol pour faire apparaître en filigrane le plan de l'ancien château de Trompette, c'est un dispositif uniquement, c'est un simple revêtement, ou bien il y a du mobilier? Et s'il y a du mobilier, quel espace ça laisse pour des événements avec des structures provisoires qui pourront s'installer là? Oui, c'est ça. Le principe, c'était d'avoir juste le tracé au sol dans une matière minérale qui vienne visuellement redessiner ou reconstruire la forme générale du château. Et sur cette trame, on est venu insérer donc une série de mobilier urbain qui allait créer de l'assise qu'on trouvait qui manquait sur cette place. Mais sur le cœur de cette place, en fait, il y a vraiment la possibilité de venir s'étendre si on a vraiment besoin. Après, ce qu'on avait pensé, c'est que sur la place qu'on a créée, on a une série de structures et de toiles qui permettent de venir justement accueillir les événements dont on a besoin, avec une série d'équipements qui sont communs, qu'on a trouvés, qui étaient communs à tous les événements qui avaient lieu sur cette place, donc liés à la restauration, au café. Et donc on a ce couvert temporaire qui peut être installé pour les événements. D'accord, donc une manière de mutualiser des usages, des équipements dans les usages. C'est vrai que la dimension lieu de pause, elle est, je pense, sous-exploitée aujourd'hui sur les quinconces. Donc vous avez raison, je trouve, de proposer des assises. Par exemple, sous les platanes de la partie sud où passe le tram, aujourd'hui on ne peut pas s'asseoir. Je n'ai pas le sentiment en tout cas qu'on puisse le faire. Donc c'est vrai que d'avoir ce grand lieu ouvert qui est assez généreux en plein centre-ville, hein, sans capacité à pouvoir en profiter, à pouvoir en faire un lieu de contemplation, c'est vrai que c'est dommage et je trouve intéressant de proposer des assises. Alors selon vous, est-ce qu'il y a une évolution possible pour cette place? Est-ce que ça peut faire partie des questionnements qui vous intéresseraient, ou est-ce qu'il y a des changements qui pourraient être imaginés à l'avenir? C'est vaste, il y a toujours des possibilités de changer. La question que je me pose, c'est, mais c'est un peu en négatif dans votre projet finalement, c'est où partent les événements qui ne pourront pas être accueillis là. C'est je pense, le seul endroit dans le centre de la métropole où on puisse accueillir des événements de cette taille, de cette ampleur. Donc ça pose forcément la question de où vont aller ces événements-là. Est-ce que ça pose pas aussi la question de est-ce qu'ils auront toujours lieu d'être à cette même échelle-là? Plutôt que de se demander où forcément ils doivent aller, peut-être qu'on peut juste les supprimer. C'est la question qu'on pose. Ou les réduire en partie, mais ce que j'entends, c'est supprimer l'échelle énorme de ces événements. Je ne sais pas si dans les années qui viennent, on va continuer d'aller vers des événements gigantesques comme ceux qu'on peut accueillir là ou pas. Dans l'immédiat, c'est certain que non. Est-ce qu'on va avoir envie de réduire, d'aller vers des événements plus petits, plus proches, ou bien au contraire de revenir exactement comme dans le monde d'avant, voire encore plus grand, avec toujours plus de foules, toujours plus de grands spectacles, toujours plus d'avions, toujours plus? Vous avez raison, c'est une vraie question de société. Je ne sais pas si je vais pouvoir répondre aujourd'hui. Mais en tout état de cause, je pense que ça nous a aussi donné envie, peut-être, toute cette période qu'on vient de passer, pendant l'année qui vient de s'écouler, d'aller vers plus de qualité de lien, de qualité d'échange.
et des événements qui rassemblent, alors je ne sais pas combien il y avait de personnes dans la fun zone, 62 000. Bon. Est-ce qu'on va toujours, enfin, est-ce que le public de ce type d'événement-là va vouloir continuer d'être dans la foule entassée, ou est-ce qu'on a éprouvé le besoin pendant un an d'avoir cette zone de protection autour de nous? Est-ce qu'on va vouloir la conserver? Ça, aujourd'hui, c'est une dimension anthropologique qui va peut-être changer ou qui va peut-être être balayée complètement dans les semaines qui viennent. On va voir. On est vraiment à un moment de charnière dans cette histoire-là qu'on vient de vivre. Dans les autres constats qu'on a fait, c'était aussi que le patrimoine de Bordeaux, il fait uniquement référence qu'à la pierre et il délaisse complètement son passé historique portuaire, industriel et commercial. Et du coup, on voulait avoir votre avis sur ce point. Il n'est pas totalement oublié, le passé portuaire et commercial. Il y a une partie des hangars, il est transformé, c'est certain. Il y a toujours les hangars sur les quais, quelques traces autour des bassins à flot, qui sont de plus en plus minimes et grignotés et transformés, mais il n'est pas totalement occulté. En revanche, c'est les usages portuaires qui, effectivement, à part l'usage touristique, ils ont quasi totalement disparu du centre-ville de Bordeaux, de ce qui était le port de Bordeaux historiquement. Donc, est-ce que ça a du sens aujourd'hui de le retrouver? Parce que, est-ce que ça a du sens de vouloir à tout prix faire remonter les traces d'un passé portuaire qui est plus du tout en activité aujourd'hui? Est-ce que c'est authentique, ou est-ce que ce qui serait authentique, c'est d'inventer quelque chose aujourd'hui sur les quinconces qui corresponde à l'usage actuel et qui soit vraiment en phase avec les usages qu'on attend de cette place? Oui, mais à côté de ça, la façade des quais, c'est une façade qui est classée à l'UNESCO. Et donc, il y a tout le côté historique. Et donc, on garde qu'une partie de l'histoire. Et il en est de même pour le château des Trompettes, qu'on cache totalement, même qu'on a redécouvert avec des fouilles. Et que finalement, on a refermé et on n'en parle plus, quoi. Oui, il apparaît complètement en creux avec cette place. Oui. Je trouve intéressant de faire réapparaître ça. Alors, il y a d'autres sites sur lesquels ça a déjà eu lieu, soit de manière très gravée dans le sol, tel que vous faites là, soit parfois de manière plus symbolique. Je pense je crois que c'était à Brest, où le tracé historique des remparts avait été simplement représenté par une ligne bleue, éphémère d'ailleurs, qui au bout de quelques années n'était plus là. Donc c'est une question que se posent beaucoup de villes, et ça aurait du sens parce que je ne sais pas si tous les Bordelais savent qu'il y a eu ce château-là sous les quinconces, connaissent l'histoire des quinconces. Alors moi je ne suis pas Bordelais d'origine, donc j'ai appris assez vite cette histoire en arrivant ici, mais ça pourrait avoir du sens, oui. Mais ça aurait du sens pour les Bordelaises et Bordelais, ou pour d'éventuels touristes, les derniers touristes de luxe qui auraient le droit de venir à Bordeaux. Ça s'adresse à qui? On espère pour les Bordelais plutôt. Mais vous parliez de l'utilité de faire réapparaître un passé, que ce soit portuaire, et qu'il faudrait peut-être trouver une nouvelle identité, de nouvelles choses à faire. Est-ce que vous pensez que c'est la direction qui a été prise aujourd'hui par la métropole bordelaise? Est-ce que la direction n'est pas plutôt tournée vers des paquebots de croisière qui viendraient du coup augmenter, ou en tout cas alimenter cet aspect très touristique de la ville? C'est un peu ambivalent. Le passé industriel et portuaire de Bordeaux, il est réinterprété à travers les hangars sur les quais, à travers quelques structures qui sont maintenues au bassin à flot, à travers des choix architecturaux dans le quartier des bassins à flot, avec les matériaux, avec quelques formes de sheds qui évoquent un passé industriel qui est d'ailleurs assez différent de ce qu'il a été. Est-ce que la présence des paquebots de croisière, c'est un choix ou un non-choix? Ça, je ne sais pas dire aujourd'hui. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a une demande des habitants, en tout cas, pour freiner ces usages-là, en termes d'impact visuel, ces gigantesques paquebots de 10 étages sur les quais, en termes de pollution aussi, en termes peut-être de foule qui sort de ces paquebots. Donc, moi j'ai l'impression que l'envie, les attentes de la population, c'est pas d'aller vers le maintien des paquebots de croisière en centre-ville. Mais vous formulez l'hypothèse de toute façon de la fin de la ville touristique. Donc on n'aurait plus besoin de ces équipements-là, et peut-être qu'on lèverait beaucoup moins souvent le pont Chaban d'ailleurs. Merci à vous, Monsieur François Perron, d'avoir discuté avec nous sur les enjeux de cette place. À bientôt et merci encore. Merci pour votre invitation.